Ce matin-là, l'horloge indiquait 7h42 précise lorsque le portable de Sébastien Lecornu se mit à vibrer contre le bois sombre et imposant de son bureau au cœur de Matignon. Sur l'écran, un numéro étranger apparaissait précédé de l'indicatif israélien. Le chef du gouvernement français resta immobile un bref instant, les yeux attirés par la clarté pâle du matin qui traversait les épais rideaux couleur bordeaux. Il y avait dans cette lumière tranquille quelque chose de trompeur, presque ironique, comme si Paris s'apprêtait à vivre une journée ordinaire alors que l'histoire, elle frappait déjà à la porte. Il décrocha. À l'autre bout de la ligne, une voix sèche, contrôlée presque froide, se présenta comme celle d'un conseiller diplomatique israélien. Le ton ne laissait aucune place à l'improvisation. Chaque syllabe semblait avoir été polie, verrouillée, validée par 10 bureaux avant d'atteindre son oreille. « Monsieur le Premier ministre, le cabinet de sécurité d'Israël vient d'arrêter une décision majeure au sujet des otages. Le Premier ministre Netanyahou souhaite vous en faire part directement lors d'une réunion multilatérale prévue dans exactement 3 heures. 3 heures. Pas une journée, pas même une matinée entière. Seulement 3 heures pour deviner ce qui se préparait derrière les murs opaques du pouvoir à Jérusalem. 3 heures pour lire entre les lignes d'un message trop propre pour être innocent. 3 heures avant qu'une annonce soigneusement emballée comme une victoire diplomatique ne vienne bouleverser l'équilibre fragile du monde. Lecornu sentit son corps se raidir d'un seul coup. Il ne posa pas de questions. Il ne demanda aucun détail supplémentaire. Il mit fin à l'appel dans un silence lourd, presque calculé. Puis son regard d'un bleu dur glissa vers la fenêtre. Dehors, la capitale commençait doucement à s'animer, les rues reprenaient leur souffle, les passants ignoraient encore tout. Paris se réveillait paisiblement sans savoir qu'une tempête diplomatique fonçait déjà droit sur elle. Mais attends, tu ne sais pas encore ce qui va réellement se passer dans ces 3 heures. Personne ne le savait à cet instant. Pas même les agents des services secrets français de la Direction générale de la sécurité extérieure, qui au même moment analysaient frénétiquement des rapports cryptés en provenance du Moyen-Orient dans leurs bureaux souterrains. Pas même les journalistes chevronnés qui préparaient leur matinale habituelle à France Inter BFM TV et certainement pas les familles des otages français qui depuis des mois interminables vivaient dans l'angoisse la plus totale et un espoir qui s'amenuisait jour après jour. Ce que Benjamin Netanyahou s'apprêtait à annoncer au monde allait pulvériser toutes les certitudes établies, toutes les négociations menées dans l'ombre, toutes les promesses murmurées dans les couloirs du pouvoir. Et ce que Sébastien Lecornu allait lui répondre en une seule phrase tranchante allait entrer dans l'histoire comme l'un des moments les plus audacieux, les plus courageux et les plus controversés de la diplomatie française moderne. Revenons quelques semaines en arrière pour que tu comprennes vraiment tout. Il faut saisir le contexte dans sa totalité pour mesurer toute la portée explosive de ce qui va suivre. Depuis l'attaque dévastatrice du 7 octobre et l'enlèvement brutal de dizaines d'otages, dont plusieurs citoyens français, la pression internationale sur Israël n'avait cessé de croître comme une cocotte minute prête à exploser. Les négociations menées dans le plus grand secret par le Qatar, l'Égypte et les États-Unis semblaient piétiner désespérément. Chaque jour apportait son lot de rumeurs contradictoires, d'espoirs déçus et de communications cryptiques. Les familles oscillaient entre désespoir et rage contenue, mais personne n'avait anticipé ce qui allait se produire ce matin-là. Dans son bureau silencieux de Matignon, Sébastien Lecornu se leva lentement de son fauteuil en cuir. À 39 ans, il était l'un des plus jeunes premiers ministres de l'histoire française moderne, nommé par Emmanuel Macron le 5 septembre 2024. Il avait déjà traversé des crises politiques majeures, la motion de censure, les manifestations violentes contre la réforme des retraites, les tensions avec l'extrême droite montante, mais rien, absolument rien ne l'avait préparé à ce qui l'attendait aujourd'hui. Il marcha vers la fenêtre, les mains croisées dans le dos, et observa les toits de Paris qui scintillaient sous la rosée matinale. Quelque part dans cette ville, des familles françaises attendaient désespérément des nouvelles de leurs proches retenus en otage. Quelque part dans les bureaux du Quai d'Orsay, des diplomates chevronnés tentaient de déchiffrer les intentions réelles d'Israël. Et quelque part à Jérusalem, Benjamin Netanyahou préparait son annonce qui allait secouer le monde. Lecornu ferma les yeux une seconde. Il repensa à sa dernière conversation téléphonique avec Macron 2 jours auparavant. Le président lui avait dit avec cette gravité particulière qu'il adoptait dans les moments cruciaux « Sébastien, si Netanyahou fait ce que nos services pensent qu'il va faire, tu devras prendre position, seul sans attendre mon retour d'Asie. La France ne peut pas se taire. » Ces mots résonnaient encore dans sa tête comme un tambour de guerre. Prendre position seul sans filet de sécurité.
3 heures plus tard, la conférence multilatérale commence. Sur l'écran géant installé dans la salle de crise de Matignon, les visages des dirigeants mondiaux apparurent un par un. Le président américain, le chancelier allemand, le premier ministre britannique, le secrétaire général de l'ONU, tous attendent. L'atmosphère était électrique, chargée d'une tension presque palpable. Et puis Benjamin Netanyahou apparut. Son visage envahit l'écran. Ses traits tirés trahissaient des semaines de nuits blanches et de décisions impossibles. Il portait sa chemise blanche impeccable habituelle, sa cravate bleue parfaitement nouée. Mais dans ses yeux, le cornu perçut quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Une détermination absolue mêlée à quelque chose d'autre, quelque chose de plus sombre, quelque chose qui ressemblait à du désespoir calculé. Netanyahou prit la parole en anglais, sa voix grave résonnant dans la salle comme un verdict. « Mesdames et messieurs les dirigeants, j'ai une annonce importante à faire ce matin. Après des semaines de négociations intensives, et à la suite de la réponse finale reçue du Hamas hier soir, le gouvernement israélien a décidé de procéder à la libération de tous les otages. Nous sommes prêts à mettre en œuvre la première phase du plan de libération dès demain matin. » Un silence de plomb tomba sur la salle. Le cornu sentit tous les regards se tourner vers lui. Les otages français allaient être libérés. C'était ce que tout le monde attendait depuis des mois. C'était le miracle diplomatique que personne n'osait plus espérer. Alors pourquoi cette boule d'angoisse dans son estomac? Pourquoi cette alarme qui hurlait dans sa tête? Mais Netanyahou continua chaque mot soigneusement articulé. La première phase commencera demain à l'aube. Elle concernera la libération de tous les otages civils, femmes et enfants en priorité. En échange, Israël libérera des prisonniers palestiniens selon une liste préétablie. La deuxième phase suivra dans les jours suivants et concernera les otages militaires. La troisième phase sera la remise des corps des otages décédés. Le premier ministre britannique intervint immédiatement, sa voix tremblante d'émotion. « C'est une nouvelle extraordinaire, monsieur le Premier ministre. Le monde entier vous en sera reconnaissant. » Le chancelier allemand acquiesça vigoureusement. « C'est le résultat de votre courage et de votre persévérance. » Le président américain ajouta « Israël a montré qu'il était possible de négocier même dans les circonstances les plus difficiles. » Mais le cornu restait silencieux. Ses collaborateurs les plus proches, assis autour de la grande table, le regardaient avec inquiétude. Pourquoi ne disait-il rien? Pourquoi ce silence pesant alors que tous les autres dirigeants le félicitaient déjà? Son conseiller diplomatique Marc Vallière se pencha vers lui et murmura « Monsieur le Premier ministre, vous devriez dire quelque chose. » Le silence de la France est remarqué. Le cornu leva une main pour le faire taire. Ses yeux ne quittaient pas l'écran. Il observait Netanyahou avec une intensité laser, cherchant à déchiffrer ce qui se cachait derrière cette annonce apparemment miraculeuse. Et soudain, il le vit, un micro-mouvement dans les yeux du Premier ministre israélien. Une hésitation infinitésimale quand il avait prononcé le mot « tous ». Une crispation imperceptible de la mâchoire quand il avait dit « première phase ». C'était là. Le mensonge était là enfoui dans les plis de cette annonce historique. Mais Netanyahou n'allait pas libérer tous les otages, ou du moins pas dans les conditions annoncées. Il y avait un piège, une clause cachée, un détail crucial que le premier ministre israélien avait soigneusement omis de mentionner. Le cornu le sentait dans ses tripes avec cette certitude absolue que seuls les politiciens expérimentés développent après des années à naviguer dans les eaux troubles de la diplomatie internationale. Le modérateur de la conférence intervint. « Y a-t-il d'autres questions ou commentaires avant que nous ne passions aux détails techniques ?» C'était le moment où les cornus devaient soit se taire et laisser passer cette annonce, soit prendre le risque de tout faire exploser en posant la question que personne d'autre n'osait poser. Il pensa aux familles françaises, aux parents qui attendaient aux enfants qui voulaient retrouver leurs parents, aux promesses qu'il avait faites, aux valeurs que la France était censée défendre. Et il prit sa décision. Sébastien Lecornu se pencha vers le microphone et toute la salle retint son souffle. Sa voix était calme, posée, mais chargée d'une autorité qui fit tressaillir même les plus aguerris. « Monsieur le Premier ministre Netanyahou, j'ai une question avant que nous célébrions prématurément cette annonce. » Le visage de Netanyahou se figea sur l'écran. Les autres dirigeants semblaient surpris par l'intervention française. Le ton de Lecornu n'était pas celui de la félicitation, mais celui de l'interrogation exigeante. «
Vous avez dit que tous les otages seraient libérés, mais je voudrais une clarification précise. Est-ce que cela inclut les otages qui ont la double nationalité israélo-française? Est-ce que cela inclut les otages qui ont été identifiés par vos services comme ayant des liens même lointains avec des organisations que vous considérez comme problématiques? Est-ce que tous signifient vraiment tous sans exception, sans clause cachée, sans conditions secrètes? Le silence qui suivit fut assourdissant. Netanyahou ne répondit pas immédiatement. Ses yeux se plissèrent légèrement. Il venait de comprendre que l'écornu avait vu à travers son annonce qu'il avait détecté la faille dans sa déclaration soigneusement préparée. Les secondes s'étirèrent comme des heures. Tous les regards étaient braqués sur l'écran attendant la réponse du premier ministre israélien. Marc Vallière était devenu blanc comme un linge. Il savait que son patron venait de franchir une ligne rouge, qu'il venait de mettre publiquement en doute la parole d'un chef d'État allié devant l'ensemble de la communauté internationale. Finalement, Netanyahou parla et sa voix avait perdu toute sa chaleur diplomatique. Monsieur le Premier ministre Lecornu, je peux vous assurer que notre engagement est total. Tous les otages civils seront libérés selon le calendrier établi. Lecornu ne lâcha pas prise. Il se pencha encore plus vers le microphone et ce qu'il dit ensuite allait être répété dans tous les médias du monde pendant des semaines. Monsieur le Premier ministre, avec tout le respect que je vous dois, tous les otages civils n'est pas la même chose que tous les otages. Je vais donc reformuler ma question très simplement. Allez-vous libérer absolument tous les otages sans exception, y compris ceux que vous considérez comme ayant un statut ambigu de doubles nationaux ou de personnes sous enquête? Et là, dans cette fraction de seconde qui sembla une éternité, le visage de Netanyahou changea. La façade du diplomate triomphant s'effrita légèrement. Ses mâchoires se serrèrent, ses yeux devinrent plus durs. Il venait de comprendre qu'il ne pourrait pas contourner la question française. Lecornu avait mis le doigt exactement là où ça faisait mal. « La situation est complexe », commença Netanyahou, et ces 4 mots confirmèrent tout ce que Lecornu soupçonnait. Il y a effectivement quelques cas particuliers qui nécessitent une évaluation de sécurité supplémentaire. Nous parlons d'un très petit nombre d'individus. Combien d'otages ne seront pas libérés dans cette première phase que vous présentez comme totale? Le malaise dans la salle de conférence virtuelle était maintenant palpable. Le président américain se racla la gorge, visiblement inconfortable. Le premier ministre britannique détourna le regard. Le chancelier allemand tripotait nerveusement ses papiers. Ils savaient tous que Lecornu venait de déchirer le voile de la diplomatie polie pour exposer une vérité que personne ne voulait entendre. Netanyahou hésita encore, puis lâcha. Environ 23 individus resteront en détention temporaire pour des raisons de sécurité nationale israélienne. Ils seront libérés dans une phase ultérieure après vérification approfondie. Le chiffre explosa dans l'esprit de Lecornu comme une bombe. 23 êtres humains que Netanyahou s'apprêtait à exclure de sa grande annonce de libération. 23 otages dont les familles allaient découvrir qu'ils ne faisaient pas partie des tous. 23 personnes dont la liberté dépendait de critères arbitraires, décidés unilatéralement par le gouvernement israélien. Et parmi ces 23, les services français avaient identifié au moins 7 citoyens français ou binationaux. Des familles françaises qui allaient vivre l'espoir puis la dévastation en l'espace de quelques heures. Lecornu ferma les yeux pendant 2 secondes. 2 secondes pour rassembler tout son courage, 2 secondes pour mesurer l'impact de ce qu'il allait dire, 2 secondes pour accepter que sa carrière politique pourrait se terminer dans les minutes suivantes. Puis il rouvrit les yeux, regarda directement la caméra et prononça les mots qui allaient changer le cours de cette crise. Alors ce n'est pas tout. Ces 5 mots tombèrent comme un coup ferré. Une phrase simple, directe, implacable. Une phrase qui démantelait toute la rhétorique de Netanyahou. Une phrase qui exposait la manipulation. Une phrase qui allait déclencher une tempête diplomatique sans précédent. Netanyahou devint rouge de colère contenue. Sa main serra convulsivement le bord de son bureau. Il comprit immédiatement que Lecornu venait de le piéger publiquement devant tous les leaders mondiaux. « Monsieur le Premier ministre, dit-il d'une voix désormais glaciale, je trouve votre intervention particulièrement déplacée et irresponsable. Israël fait un effort historique pour... » Mais Lecornu ne le laissa pas terminer. Il enchaîna avec une force tranquille qui sidéra tous les présents. Non, monsieur le Premier ministre Netanyahou, ce qui est irresponsable, c'est d'annoncer au monde une libération totale des otages alors que vous savez pertinemment que 23 personnes resteront captives.
Ce qui est déplacé, c'est de manipuler l'espoir de familles désespérées avec des annonces incomplètes. Ce qui est inacceptable, c'est de créer une catégorie d'otages de seconde zone basée sur des critères que vous refusez de rendre publics. Marc Vallière posa une main apaisante sur l'épaule de Lecornu, mais le Premier ministre français l'ignora complètement. Quelque chose s'était brisé en lui, la fatigue accumulée les nuits blanches à négocier les appels déchirants des familles, la pression constante, tout cela explosait maintenant en un torrent de vérité diplomatique. Et puisque nous parlons franchement, continua Lecornu, permettez-moi de vous dire ce que la France pense vraiment de cette situation. Nous soutenons le droit d'Israël à se défendre, nous condamnons le terrorisme du Hamas sans ambiguïté. Mais nous ne resterons pas silencieux quand on nous présente des demi-vérités comme des victoires complètes. Nous ne célébrerons pas une libération partielle déguisée en libération totale, et nous n'accepterons jamais que des citoyens français soient exclus d'un accord de libération pour des raisons que vous refusez de justifier publiquement. Les autres dirigeants étaient pétrifiés. Personne n'avait jamais vu un premier ministre français s'adresser ainsi à un dirigeant israélien lors d'une conférence internationale. Le tabou venait d'être brisé. Netanyahou tenta de reprendre le contrôle. La France devrait faire attention à ne pas compromettre un accord qui a nécessité des mois de... Lecornu le coupa à nouveau et cette fois sa voix était tranchante comme une lame. Non, monsieur le Premier ministre, c'est vous qui devriez faire attention à ne pas perdre le soutien des nations qui vous ont défendu même quand c'était politiquement coûteux. Attention à ne pas transformer des alliés en adversaires par votre arrogance. Attention à ne pas oublier que la confiance, une fois brisée, ne se répare pas facilement. Et le silence qui suivit fut total. On aurait pu entendre une mouche voler dans la salle de crise de Matignon. Les collaborateurs de Lecornu le regardaient avec un mélange d'admiration et de terreur. Leur patron venait soit de commettre un suicide politique spectaculaire, soit de réaliser l'un des coups diplomatiques les plus audacieux de l'histoire récente. Netanyahou sembla sur le point d'exploser. Sa respiration était visible même à travers l'écran. Ses poings étaient serrés. Mais avant qu'il ne puisse répliquer, le secrétaire général de l'ONU intervint d'une voix tremblante. « Messieurs, je pense que nous avons tous besoin d'une pause pour... » « Non, » dit Lecornu fermement. « Pas de pause, pas de faux fuyants diplomatiques. Monsieur le Premier ministre Netanyahou, je vais vous poser une dernière question et je veux une réponse claire devant tous les dirigeants présents. Allez-vous, oui ou non, libérer les 7 citoyens français qui figurent sur votre liste d'exclusion dans les mêmes conditions et le même calendrier que les autres otages? C'était l'ultimatum, la ligne dans le sable, le moment de vérité. Tous les regards convergèrent vers Netanyahou. Le Premier ministre israélien resta silencieux pendant ce qui sembla une éternité. Son visage était un masque impénétrable. On pouvait presque voir les calculs politiques défiler derrière ses yeux. S'il refusait, il risquait de perdre le soutien français et probablement celui d'autres nations européennes. S'il acceptait, il montrait qu'il cédait à la pression internationale, ce qui serait perçu comme une faiblesse par sa propre coalition gouvernementale déjà fragile. Finalement, il parla et sa voix était chargée de ressentiments à peine contenus. Les citoyens français seront inclus dans la première phase de libération à condition que la France s'engage à coopérer pleinement avec nos services de sécurité concernant les vérifications nécessaires. Lecornu hocha lentement la tête. La France coopère toujours avec ses alliés dans le respect du droit international et des droits humains fondamentaux. Nous attendons la liste complète des otages qui seront libérés demain matin avec leur nom, leur nationalité et leur statut pour vérification. Cette liste devra être transmise aux Nations Unies et rendue publique. Netanyahou comprit qu'il n'avait plus d'échappatoire. Lecornu venait de le coincer dans un engagement public dont il ne pourrait pas se dédire sans perdre toute crédibilité internationale. « C'est acceptable », dit-il finalement, mais le ton de sa voix laissait clairement entendre que rien n'était pardonné. La conférence se termina dans une atmosphère glaciale, les écrans s'éteignirent un par un. Dans la salle de crise de Matignon, personne ne bougeait. Les collaborateurs de Lecornu le regardaient comme s'ils voyaient leur patron pour la première fois. Puis lentement, Marc Vallière commença à applaudir. Un autre collaborateur se joignit à lui, puis un autre jusqu'à ce que toute la salle soit debout, applaudissant leur premier ministre qui venait de tenir tête à l'un des dirigeants les plus puissants du monde. Lecornu se leva lentement de sa chaise. Il était épuisé. Ses mains tremblaient légèrement sous l'effet de l'adrénaline qui retombait.
Il savait que les conséquences de ce qu'il venait de faire allaient se déployer dans les heures et les jours suivants, les attaques médiatiques, les pressions politiques, les accusations d'antisémitisme que certains ne manqueraient pas de brandir. Mais il savait aussi qu'il avait fait la seule chose juste. Dans les heures qui suivirent, l'enfer se déchaîna. Les médias israéliens dénoncèrent l'ingérence française et l'hostilité de Le Cornu. Certains éditorialistes parlèrent de trahison et de coups de poignard dans le dos. Le lobby pro-israélien en France mobilisa immédiatement ses relais pour exiger la démission du Premier ministre. Mais quelque chose d'inattendu se produisit, quelque chose que ni Les Cornus ni Netanyahou n'avaient anticipé. Les familles des otages, toutes nationalités confondues, commencèrent à manifester leur soutien au Premier ministre français. Des rassemblements spontanés se formèrent devant l'ambassade de France dans plusieurs capitales. Les réseaux sociaux explosèrent de messages de gratitude envers le seul dirigeant qui avait eu le courage de dire la vérité. Un père israélien dont le fils était parmi les otages publia une vidéo émouvante. « Merci, monsieur Le Cornu. Vous avez dit ce que nous pensions tous, mais que personne n'osait exprimer. Notre gouvernement nous mentait et vous l'avez exposé. Grâce à vous, mon fils sera libéré demain. » Et que les médias internationaux, après le choc initial, commencèrent à analyser la confrontation avec plus de nuances. Le New York Times titrait « Un moment de vérité diplomatique ». The Guardian parlait de courage politique dans un monde de langue de bois. Même certains médias israéliens progressistes commencèrent à questionner la stratégie de communication de Netanyahou. En France, l'opinion publique était massivement derrière Les Cornus. Un sondage montrait que 77% des Français approuvaient sa prise de position. Les syndicats, les associations, même des personnalités politiques de l'opposition exprimèrent leur soutien. Emmanuel Macron, qui suivait les événements depuis son déplacement en Asie, appela Le Cornu tard dans la soirée. « Sébastien, vous avez fait ce qu'il fallait faire. La France est fière de vous ce soir. » Le lendemain matin, comme promis, la liste complète des otages à libérer fut transmise aux Nations Unies et rendue publique. Les 7 citoyens français y figuraient. Netanyahou avait tenu sa parole contrainte et forcé par la pression internationale déclenchée par l'intervention de Les Cornus. À l'aube, les premiers otages franchirent la frontière de Gaza. Les images de leurs retrouvailles avec leurs familles firent le tour du monde, des larmes, des étreintes, des cris de joie. Et dans chaque interview, les familles françaises répétaient le même message « Merci à Monsieur Le Cornu. Sans lui, nos proches seraient restés derrière. » Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Dans les semaines suivantes, la dynamique géopolitique au Moyen-Orient changea subtilement mais profondément. D'autres nations européennes, enhardies par l'exemple français, commencèrent à adopter des positions plus critiques et plus nuancées vis-à-vis de la politique israélienne. Le monopole du discours pro-israélien sans réserve se fissura. Les négociations sur les phases suivantes de libération des otages prirent une tournure différente. Netanyahou, échaudé par l'humiliation publique, devint plus transparent et plus coopératif, sachant que toute tentative de manipulation serait immédiatement exposée. Le Hamas, de son côté, réalisa qu'il ne pouvait plus compter sur les divisions au sein de la communauté internationale pour gagner du temps. Dans les cercles diplomatiques, on commença à parler de l'effet Le Cornu, le phénomène par lequel un dirigeant politique, en brisant un tabou et en disant une vérité inconfortable, peut changer la dynamique entière d'une négociation internationale. Des séminaires furent organisés dans les écoles de diplomatie pour étudier cette confrontation comme un cas d'école. Certains analystes la comparèrent au discours de Churchill, d'autres à la position de De Gaulle. Pour Sébastien Le Cornu lui-même, cette journée marqua un tournant. Il n'était plus le jeune Premier ministre nommé par Macron, celui dont on doutait de la stature internationale. Il était devenu un homme d'État respecté, craint et écouté. Les dirigeants mondiaux savaient désormais qu'il ne se contenterait pas de formules diplomatiques creuses, qu'il était prêt à dire des vérités dérangeantes, même à des alliés puissants. 3 mois plus tard, lors d'un sommet européen à Bruxelles, Netanyahou et Les Cornus se croisèrent dans un couloir. Les caméras étaient loin, les conseillers maintenaient une distance respectueuse. Les 2 hommes se regardèrent pendant quelques secondes, puis Netanyahou tendit la main. « Vous avez fait votre travail ce jour-là. » Le Cornu serra la main fermement. « Comme vous auriez dû faire le vôtre, dire toute la vérité dès le départ. » Ils se séparèrent sans un mot de plus, mais quelque chose avait changé, un respect mutuel était né de cette confrontation. L'histoire retint cette journée non pas comme un conflit entre la France et Israël,
mais comme un moment où un dirigeant avait eu le courage de privilégier la vérité sur la commodité diplomatique, où l'intégrité avait primé sur l'opportunisme politique, où une seule phrase avait suffi à démasquer une manipulation et à sauver des vies. Alors ce n'est pas tout. 5 mots, une phrase, une vérité et un héritage qui allait inspirer une génération de diplomates à ne jamais sacrifier l'honnêteté sur l'autel de la convenance politique. Aujourd'hui, quand on demande à Sébastien Lecornu s'il regrette sa confrontation avec Netanyahou, il sourit et répond invariablement « Regretter d'avoir dit la vérité jamais ». C'est peut-être la seule chose en politique dont on ne devrait jamais avoir à s'excuser. Et quelque part dans des maisons à travers la France, des familles réunies avec leurs proches libérés lèvent leur verre chaque année à la date anniversaire de cette conférence. En prononçant ce toast simple mais chargé de sens à l'homme qui a osé dire « Alors ce n'est pas tout ». Mais attendez, il y a quelque chose que vous ne savez pas encore sur cette journée historique? Quelque chose qui ne fut révélé que des mois plus tard dans les mémoires confidentielles d'un diplomate américain présent lors de cette conférence. Quelque chose qui change complètement la perception de ce moment. 2 heures avant la conférence, pendant que Lecornu marchait nerveusement dans son bureau à Matignon, un courriel crypté arriva sur le serveur sécurisé de la Direction générale de la sécurité extérieure. L'expéditeur était anonyme, mais les métadonnées indiquaient une origine proche des services de renseignement israéliens. Le message contenait un document explosif, la liste complète des 23 otages que Netanyahou comptait exclure de la libération avec les raisons détaillées de chaque exclusion. Parmi ces raisons figuraient des éléments qui auraient fait scandale s'ils avaient été rendus publics. 3 otages étaient exclus simplement parce qu'ils avaient critiqué la politique israélienne sur les réseaux sociaux avant leur enlèvement. 5 autres parce qu'ils avaient des liens familiaux lointains avec des Palestiniens. 2 parce qu'ils avaient participé à des manifestations pour la paix à Tel Aviv. Le document révélait que Netanyahou savait parfaitement que ces critères ne tiendraient jamais devant un examen international et qu'il comptait sur le silence complice de la communauté internationale trop heureuse de célébrer une victoire diplomatique partielle plutôt que d'affronter une vérité embarrassante. Ce fut ce document qui donna à Lecornu le courage d'agir. Il savait exactement ce que Netanyahou préparait. Il avait les preuves, mais il ne pouvait pas les révéler publiquement sans mettre en danger la source qui avait risqué sa vie pour les transmettre. Alors il avait choisi une stratégie différente, forcer Netanyahou à admettre lui-même la vérité par des questions si précises qu'il ne pourrait pas esquiver. Marc Vallière, qui avait lu le document en même temps que Lecornu, avait supplié son patron de ne pas utiliser ces informations. « C'est trop risqué. Si Netanyahou comprend que nous avons accès à ses communications internes, cela pourrait déclencher une crise diplomatique majeure. Nous pourrions être accusés d'espionnage. » Mais Lecornu avait répondu d'une voix qui ne tremblait pas. « Et si nous ne faisons rien, 23 personnes resteront en captivité pour des raisons qui violent tous les principes que nous prétendons défendre. Je ne peux pas vivre avec ça sur la conscience, pas pour sauver ma carrière, pas pour éviter un scandale diplomatique. » Cette conversation ne fut jamais rendue publique. Le document fut détruit après la conférence. Ses cendres dispersées dans la Seine par un agent de la Direction générale de la sécurité extérieure dont l'identité reste classifiée à ce jour. Mais la source qu'il avait transmis, un officier israélien désenchanté par les méthodes de son gouvernement, continua à fournir des informations cruciales à la France dans les années qui suivirent, contribuant à sauver d'innombrables vies dans des situations de crise. Voilà pourquoi Lecornu avait été si précis dans ses questions. Pourquoi il connaissait le chiffre exact 23? Pourquoi il avait mentionné spécifiquement les doubles nationaux et les personnes sous enquête? Il ne devinait pas, il savait. Et Netanyahou, en l'entendant poser ces questions avec une telle précision, avait compris immédiatement que quelqu'un dans son propre camp l'avait trahi. On raconte que ce soir-là, dans son bureau de Jérusalem, le premier ministre israélien ordonna une enquête interne qui aboutit à l'arrestation discrète de 3 officiers du Mossad soupçonnés d'avoir des sympathies pour l'opposition politique. L'un d'eux fut forcé à une démission anticipée. Un autre disparut mystérieusement pendant 6 mois avant de réapparaître à Londres avec une nouvelle identité. Le 3e, le véritable coupable, ne fut jamais identifié et continue probablement à servir dans les rangs des services secrets israéliens, portant son secret comme une médaille invisible. Cette dimension cachée de l'affaire explique aussi pourquoi, lors de leur rencontre dans ce couloir de Bruxelles, 3 mois plus tard, Netanyahou avait dit à Lecornu « Vous avez fait votre travail ». C'était une reconnaissance à double sens.
Netanyahou savait que l'écornu avait eu accès à des informations qu'il n'aurait jamais dû avoir. Il savait que le Premier ministre français aurait pu l'humilier bien plus profondément en rendant public le document. Mais l'écornu avait choisi de protéger sa source, de préserver un minimum de dignité pour Israël tout en obtenant le résultat essentiel, la libération de tous les otages sans exception. C'était cela le véritable génie diplomatique de l'écornu ce jour-là. Non pas simplement le courage de confronter un allié puissant, mais l'intelligence de savoir jusqu'où aller et où s'arrêter. De comprendre que le but n'était pas de détruire Netanyahou ou de saboter les relations franco-israéliennes, mais d'obtenir un résultat concret, la liberté de 23 êtres humains qui allaient être sacrifiés sur l'autel de la raison d'État. Dans les années qui suivirent, l'écornu ne parla jamais de ce document, pas même à Emmanuel Macron, qui ne le découvrit que bien plus tard par une indiscrétion d'un agent retraité de la Direction générale de la sécurité extérieure. Quand le président confronta son premier ministre à ce sujet, l'écornu répondit simplement « Certaines choses doivent rester dans l'ombre pour que la lumière puisse briller là où c'est nécessaire. » Cette philosophie devint la marque de fabrique du style l'écornu en matière de politique étrangère. Pendant le reste de son mandat, il continua à surprendre observateurs et adversaires par sa capacité à obtenir des résultats spectaculaires dans des situations apparemment bloquées. On le vit négocier la libération de journalistes français retenus en Iran en utilisant des canaux secrets que personne ne soupçonnait. On le vit désamorcer une crise diplomatique majeure avec l'Algérie en s'appuyant sur des informations que les services français n'étaient pas censés posséder. On le vit transformer des confrontations potentiellement désastreuses en victoires diplomatiques par une combinaison de courage public et de manœuvres discrètes dans l'ombre. Mais l'affaire Netanyahou resta son moment définissant, le moment où un jeune premier ministre de 39 ans avait regardé l'un des leaders les plus expérimentés et les plus redoutés du monde dans les yeux et avait refusé de cligner. Le moment où il avait choisi la vérité plutôt que la commodité, l'intégrité plutôt que l'opportunisme. Le moment où une seule phrase avait suffi à changer le cours d'une crise internationale. Aujourd'hui, dans les écoles diplomatiques de Sciences Po Paris, de l'École nationale d'administration, et même dans certaines universités étrangères, on enseigne le cas l'écornu comme un exemple classique de ce que l'on appelle en théorie des relations internationales la symétrie constructive, l'art d'utiliser des informations privilégiées non pas pour humilier un adversaire, mais pour le contraindre à faire ce qui est juste. Les étudiants débattent passionnément de la moralité de cette approche. Était-il éthique pour l'écornu d'utiliser des informations obtenues probablement par espionnage? Aurait-il dû révéler publiquement l'existence du document? Où se situe la ligne entre la diplomatie habile et la manipulation? Ces questions restent ouvertes, sujettes à des interprétations multiples selon les perspectives politiques et philosophiques de chacun. Mais une chose est certaine, 23 personnes qui auraient dû rester en captivité sont libres aujourd'hui. 23 familles qui auraient dû continuer à souffrir ont retrouvé leurs proches. Et cela, personne ne peut le nier, personne ne peut le minimiser. 5 ans après cette confrontation historique, un journaliste du Monde réussit à obtenir une interview rare avec l'écornu, qui avait depuis quitté Matignon pour devenir ministre des Affaires étrangères sous un nouveau gouvernement. À la question « Si vous deviez revivre cette journée, feriez-vous les choses différemment ?» L'écornu resta silencieux pendant un long moment, regardant par la fenêtre de son bureau au Quai d'Orsay, où la Seine coulait paisiblement. Puis il se tourna vers le journaliste avec ce regard bleu acier qui était devenu sa signature et dit « Vous savez, en politique, on nous apprend à peser chaque mot, à calculer chaque geste, à anticiper chaque conséquence. Mais parfois, il faut simplement faire ce qui est juste, même si c'est dangereux, même si c'est impopulaire, même si cela peut détruire votre carrière. Ce jour-là, j'ai fait ce qui était juste. Je dormirais moins bien aujourd'hui si j'avais fait autrement. » Le journaliste nota cette réponse, puis posa la question que tout le monde se posait depuis des années. Est-il vrai que vous aviez accès à des documents confidentiels israéliens ce jour-là? L'écornu sourit mais ne répondit pas directement. Ce qui est vrai, c'est que 23 personnes sont libres aujourd'hui. Le reste n'est que spéculation. Et c'est sur cette note d'ambiguïté calculée que l'interview se termina. L'écornu avait encore une fois démontré son talent pour dire ce qui devait être dit, tout en gardant ce qui devait rester secret. Cette capacité à naviguer entre transparence et discrétion, entre courage public et prudence stratégique, était devenue la marque d'un homme d'État véritablement exceptionnel. L'histoire de cette confrontation se transmit de génération en génération dans les couloirs du pouvoir français.
Elle devint une légende, un conte moral sur le courage et l'intégrité en politique. Les jeunes diplomates l'écoutaient avec des yeux brillants, rêvant du jour où eux aussi pourraient défendre la vérité avec autant de force. Les cyniques aussi. Ce matin-là, l'horloge indiquait 7h42 précise lorsque le portable de Sébastien Lecornu se mit à vibrer contre le bois sombre et imposant de son bureau au cœur de Matignon. Sur l'écran, un numéro étranger apparaissait précédé de l'indicatif israélien. Le chef du gouvernement français resta immobile un bref instant, les yeux attirés par la clarté pâle du matin qui traversait les épais rideaux couleur bordeaux. Il y avait dans cette lumière tranquille quelque chose de trompeur, presque ironique, comme si Paris s'apprêtait à vivre une journée ordinaire alors que l'histoire, elle frappait déjà à la porte. Il décrocha. À l'autre bout de la ligne, une voix sèche, contrôlée presque froide, se présenta comme celle d'un conseiller diplomatique israélien. Le ton ne laissait aucune place à l'improvisation. Chaque syllabe semblait avoir été polie, verrouillée, validée par 10 bureaux avant d'atteindre son oreille. « Monsieur le Premier ministre, le cabinet de sécurité d'Israël vient d'arrêter une décision majeure au sujet des otages. Le Premier ministre Netanyahou souhaite vous en faire part directement lors d'une réunion multilatérale prévue dans exactement 3 heures. 3 heures. Pas une journée, pas même une matinée entière. Seulement 3 heures pour deviner ce qui se préparait derrière les murs opaques du pouvoir à Jérusalem. 3 heures pour lire entre les lignes d'un message trop propre pour être innocent. 3 heures avant qu'une annonce soigneusement emballée comme une victoire diplomatique ne vienne bouleverser l'équilibre fragile du monde. Lecornu sentit son corps se raidir d'un seul coup. Il ne posa pas de questions. Il ne demanda aucun détail supplémentaire. Il mit fin à l'appel dans un silence lourd, presque calculé. Puis son regard d'un bleu dur glissa vers la fenêtre. Dehors, la capitale commençait doucement à s'animer.